Bon, il n'y a pas Antoine. Donc va falloir trouver un sketch. Ça va être chaud parce que c'est quand même lui qui a les bonnes idées. T'en fais pas, j'ai une idée. Ah, cool, parce que sans sketch, sinon on est mal. Du coup, c'est quoi ton idée de sketch? Ce serait de faire un sketch où on parle du sketch et il y aurait des faux raccords dans les plans. Ok, mais dans quel but? Bah, dans le but d'un concours où il faudrait qu'il compte le nombre de faux raccords pour gagner Orion Duel. Mais il sort pas la semaine prochaine, Orion Duel? Et ouais, justement. Ok, mais c'est quoi la chute du sketch? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Coucou. Avant de vous proposer le nouveau concours, je vais déjà dire bravo à la personne qui a gagné le concours de la semaine dernière. Tu as remporté Quickshot et ton nom s'affiche actuellement en bas de l'écran. Voilà, c'est toi qui as gagné ce petit jeu très nerveux, très rapide, très efficace. Maintenant, vous l'avez peut-être vu, mais le sketch, c'était aussi un sketch pour indiquer que dans le sketch, vous avez la possibilité de gagner Orion Duel qui est ici. Hop, c'est un prochain jeu qui va sortir la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Oui. De chez Matago, un petit jeu abstrait, mais malgré tout avec un thème quand même assez intéressant dans l'espace. Vous allez placer des petites tuiles pour essayer de bloquer votre adversaire et surtout relier différents espaces, enfin pas espaces, mais du coup différents Galaxie ou galaxies, merci, j'avais plus le terme. Mais on vous le présente la semaine prochaine. Là maintenant, on va vous présenter les nouveautés de la semaine. Attends, faut Qu'est-ce dire que c'est? merci aux gens parce que vraiment, ça fait 2 semaines que vous êtes trop Il faut gentil, leur dire merci. mais trop gentil dans les commentaires. Moi, ça me fait chaud au cœur. À chaque fois, je suis genre, oh, il est trop gentil. Ah, mais lui aussi, il est Ça, trop c'est gentil. souvent la partie de Alice, le côté de cœur tendre, qui Oui. vous remercie. On vous remercie tous, évidemment, pour tous vos gentils commentaires, pour les abonnés, pour tous les gentils mots que vous nous laissez. Ça, vous êtes très gentils, mais vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour les nouveautés de la semaine. Et On vous pour moi remercie quand aussi. même. Et pour, évidemment, Alice, toujours présente. On va commencer avec la première nouveauté qui sera Casting Shadows de chez les Unstable Games. Décrochez le titre de Ténébrancien Suprême. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à 4 joueurs, pardon. 6 joueurs, ce sera pour une extension qui arrivera plus tard. C'est des parties d'environ, allez, on va dire 30-40 minutes, et c'est à partir de, allez, mettre 12 ans. Honnêtement, je pense que 10 ans, ça peut le faire, parce que le jeu n'est pas spécialement complexe. Unstable, souvenez-vous qu'Unstable, c'est aussi ceux qui ont fait Unstable Unicorns, et ceux qui ont fait également Here to Slay. On retrouve une espèce de patte graphique assez similaire. C'est top 5 des ventes, toutes catégories confondues. C'est un top 5, effectivement. Hop, Here to Slay que je repose ici. Et donc, Casting Shadows. C'est un jeu qui va un peu s'apparenter, on va dire, j'ai envie de dire, à King of Tokyo, parce qu'en fait, le but, ça va être sur ce plateau-là, sur lequel on aura nos petites créatures comme ceci, nos petits meeples trop mignons. Oh, cute. Ils vont se déplacer sur le plateau et on va surtout tabasser les joueurs. On va pas le faire avec ses poings et comme on peut le voir dans King of Tokyo avec des griffes, on va le faire à base de sorts. Les sorts, ils seront tout autour du plateau, c'est des sorts qu'on va pouvoir apprendre, d'où le fait de dire Casting Shadows, et on va également nous commencer avec quelques sorts rudimentaires, hein. Et ces sorts-là pourront être lancés avec des petites ressources. Globalement, on va tous commencer avec un personnage, avec son petit plateau ici. Il y a 2 petites molettes, une molette à gauche et une molette à droite. La molette à gauche, ce sera notamment pour les cristaux de ténébricides, je sais pas comment on peut appeler ça, et à droite, les points de vie. Vous allez avoir, lors de votre première phase de jeu, en fait, un lancer de dés à faire. Donc quand c'est votre tour, vous lancez les dés, ça va vous permettre d'obtenir des ressources. Ces différents dés pourront être relancés, mais qu'une seule fois. Et notamment, ça vous permet justement d'avoir plus de possibilités sur les ressources. Les ressources vous servent à quoi? En fait, quand vous les collectez, vous allez pouvoir apprendre des sorts. Je vous rappelle que les sorts, en fait, sont associés à différents lieux autour du plateau. Et donc, si je veux apprendre tel sort, il va falloir que je m'y déplace. À votre tour de jeu, vous avez 4 actions. Les 4 actions vont se répartir différemment en fonction des différentes actions disponibles. Mais vous avez 4 points d'action. Une action que je peux faire, c'est me déplacer. Donc je peux le faire autant de fois que je veux. Une autre action, ça va être d'apprendre un sort. Donc en fait, je vais récupérer un sort et en fait, il faut pour ça les ressources pour apprendre le sort et ensuite pouvoir le lancer chez les adversaires.
Vous avez également la possibilité, grâce aux ténébricides, on va appeler ça comme ça, des espèces de cristaux noirs, d'en cumuler grâce à la petite molette, notamment grâce aux ressources. Et quand vous avez atteint un certain nombre, vous allez pouvoir vous transformer. Et c'est là où votre petit animal tout choupi mignon, il va devenir une espèce de truc badass. Ouais, de truc un peu badass, un peu terrifiant. Et on le voit là, en fait, hein, on a le flip à chaque fois, on a le côté recto-verso. Et en général, le verso, il est un peu plus violent. Donc vous retournez juste votre petite plaquette et vous avez un super pouvoir en dessous qui est plus puissant, évidemment. Le but étant d'annihiler les autres joueurs, donc il faut réduire leur point de vie à 0, d'où l'intérêt d'aller récupérer les bonnes ressources pour aller chercher les bons sorts, afin de pouvoir lutter et du coup vaincre vos adversaires. Quand vous vous transformez, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté du plateau, vous aurez ce petit genre de cartes là, qui sont en fait des alliés, comment on peut appeler ça, des petits mignons là, tu sais, des petits trucs qui t'accompagnent, des petits familiers. Les pets, voilà, ouais. des petits pets, des petits familiers en fait que vous allez récupérer quand vous allez vous transformer dans votre forme ténébreuse. Donc quand vous vous transformez en ténébreuse, immédiatement vous récupérez sur la rivière de cartes un des petits pets qui vous donneront un pouvoir supplémentaire et qui vous aideront à vaincre vos adversaires. C'est pas spécialement compliqué parce qu'en fait vous aurez pas beaucoup d'actions, mais il y aura un système d'optimisation, les ressources vous les gagnez avec les dés. Chose importante, quand vous êtes en version ténébreuse, il y a des symboles qui sont des cristaux un peu noirs, et ça, quand vous êtes en version ténébreuse, ça vous fait perdre des points de vie. Donc il va falloir essayer de ne pas les récupérer. Mais ils sont importants quand vous êtes en version petit animal mignon, parce que c'est ce qui vous permet en fait de vous transformer. Voilà pour Casting Shadows, qui est ma foi en fait un jeu... Alors on est un peu au-dessus d'Ir2 Slay, parce qu'il y a un peu plus d'options, il y a un peu plus de gestion de personnages, mais je pense que ça reste quand même un jeu assez accessible, notamment par sa thématique, que je trouve vraiment top. Les illustrations sont vraiment incroyables. Je vais tout de suite enchaîner avec Great Split, qui est là-bas. Hop, Great Split de chez Yellow. C'est un jeu de Almar Hack. Je vais descendre la boîte pour Alice. Oui, merci, parce que sinon voilà. je vais mourir. Un jeu d'Almar Hack et de Lorenzo Silva. C'est illustré par Weberson Santiago. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans. C'est vrai que c'est pas très compliqué. Hein. J'aurais mis un peu plus quand même parce que je trouve le jeu assez subtil. Et 45 minutes, une partie. C'est de chez Yellow. Je vous montre le dos de la boîte. Le jeu, globalement dans sa thématique, en fait, on va être un peu des sortes d'hommes d'affaires. Et on va essayer de valoriser différents objets. Donc ça peut être les livres, ça peut être les bustes comme ça, les œuvres d'art. Ça peut être différents... pierres précieuses, donc le saphir, l'émeraude, il y aura les pièces d'or qui sont aussi rudimentaires mais qui servent toujours évidemment, et différentes pistes ici qui vous permettront justement de bonifier la valeur des différents présents comme les livres, les bustes, etc. Vous allez avoir des cartes en main, le jeu globalement va se présenter comme ceci, vous aurez un plateau personnel qui représente les pistes et autour duquel vous allez pouvoir marquer vos points durant la partie, et vous avez un plateau central ici qui va vous servir, pour les pioches de cartes de niveau 2 et de niveau 3, ça va se progresser dans le jeu comme ça. Ici, vous avez un plateau en fait, qui va récapituler les manches. En fait, vous aurez 6 manches en tout et il y aura 3 décomptes. Après 3 manches, il y aura un décompte. Après une manche, il y aura un décompte. Enfin, après la 4e manche. Après la 5e et la 6e, il y aura de nouveau un décompte. Et une fois qu'on a fait tous les décomptes, celui qui a le plus de points l'emporte. Le petit paquet que vous avez là, c'est une sorte de porte-monnaie, entre guillemets, une sorte de portefeuille. Et c'est là, en fait, où vous allez placer vos lots de cartes. Parce que oui, dans Great Split, c'est dans le nom, en fait, on va splitter les cartes. C'est-à-dire qu'à chaque début de manche, on va recevoir un certain nombre de cartes. Au début, c'est 5, puis ça va monter jusqu'à 7. Et les cartes que vous avez représentent différents symboles, c'est-à-dire les rubis, les bustes, les livres, etc. En plusieurs fois d'exemplaires. Ça peut être 3 rubis, émeraudes, saphirs, ça peut être 3 pièces, ça peut être qu'une seule, etc. Ces cartes-là, je les ai devant moi, donc je les ai en main. Et je vais, en fait, grâce à une sorte de carte comme ceci, splitter en fait et créer des lots. C'est-à-dire que là, par exemple, le joueur, il crée un lot de 3 cartes, et il crée un lot de 2 cartes, et du coup, entre les deux, il glisse cette petite carte en fait qui se met entre les deux. Ça indique en fait à mon adversaire les lots que j'ai créés. Une fois que j'ai créé mes lots, je vais les mettre dans le petit portefeuille que je vous ai montré ici. Je ferme, et ça, je le donne au voisin de gauche. Et simultanément, tout le monde fait ça avec les cartes qu'il a en main. Donc moi, je récupère le portefeuille du voisin de droite. Je vais l'ouvrir, et du coup, là, j'ai des propositions, parce que mon voisin de droite, il a fait 2 lots de cartes. Et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais prendre comme lot? Est-ce que je prends les 2 cartes qui sont cool, mais il y a une carte que je trouve pas ouf, ou est-ce que je prends les 3 autres cartes? Je choisis mon lot. Le reste du lot, je le donne à mon voisin de droite. Et du coup, moi, je récupère le lot que mon adversaire n'a pas récupéré. Donc, quand vous créez votre lot dans Great Split, il va falloir essayer de créer un lot un minimum intéressant pour l'adversaire, de façon à ce qu'il vous laisse l'autre lot que vous désirez, sans qu'il s'en aperçoive. Je récupère du coup le lot de mon voisin de droite et le lot
le mien en fait, celui que mon adversaire de gauche m'a laissé. Et du coup, simultanément, les joueurs regardent ce qu'ils ont collecté comme cartes, et c'est grâce à ces symboles-là que vous regardez de combien vous progressez sur chacune des pistes. Il y a une piste de livre, une piste de buste, de saphir, d'émeraude et de pièces. Également des pistes ici qui vont justement servir à multiplier les points. Il y a un petit côté, alors peut-être pas très futé, mais un petit côté progression sur les pistes qui vont en fait engendrer des combos. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous progressez sur une piste, des fois en arrivant sur une piste, vous allez arriver sur un endroit qui vous dit « Ah, tu as progressé jusque-là, donc tu peux avancer en livre ici. Ah, tu as avancé ici, donc tu as le droit de progresser de 1 ici, etc. » Et ça crée des petits comme ça réactions en chaîne. Vous allez enchaîner comme ça les parties, du moins les manches, et au bout déjà de 3 manches, il y aura un décompte qui sera fait. Lors de la mise en place, ça change tout le temps, c'est aléatoire, mais ça va valoriser là par exemple les livres et puis les pierres précieuses. Et arrivé à ce moment-là, vous comptez les points. Alors, ce qui est intéressant dans le décompte des points, c'est qu'en gros, vous allez regarder des fois le nombre, donc notamment sur la fin de la partie, vous allez regarder le nombre de petits losanges colorés que vous aurez dépassés. Plus vous les aurez atteints, plus vous aurez de points à la fin de la partie, parce que le nombre de petits losanges colorés comme ça, ce sont en fait des étapes, et plus vous en avez, plus votre zone en bas qui bonifie les livres, les bustes et les différentes pierres précieuses et les pièces, va comboter avec ça. J'ai atteint, mettons, 6 petits losanges colorés en violet, donc ça fait déjà 6, que je multiplie par le multiplicateur que j'ai augmenté sur les livres qui est arrivé, mettons, à 2, du coup, comme j'ai fait niveau 6, 2, 2 x 6, ça me fait 12 points dans les livres. Et en fait, on fait ça pour toutes les pistes. Donc en fait, il y a une sorte de stratégie à progresser sur une piste, certes, mais progresser aussi sur les multiplicateurs des pistes qui sont intéressantes pour bonifier tout ça. C'est pas un jeu effectivement donc à partir de 8 ans, parce qu'au final, c'est pas un jeu très complexe, je pense que ça va être subtil dans les lots que vous allez créer. C'est pour ça que moi j'aurais mis 10 ans, parce que j'estime qu'il n'y a pas un côté commerce, mais il y a un côté où on se dit, ça je pense que ça va l'intéresser, mais si je le combine avec ça, ça va moins l'intéresser, donc il va me laisser, et moi ça tombe bien, parce que ça c'est un lot qui m'intéresse, à ceci près qu'il voudra peut-être me bloquer, dans ce cas-là il va me priver mon lot, parce qu'il sait sur quelle stratégie je pars, donc je trouve que malgré tout, même si la mécanique est simple, il y a une profondeur de jeu qui, je ne sais pas si un enfant de 8 ans pourrait y accéder, mais pourquoi pas. Ça me fait penser à Lotarum, non aussi. Il y a un petit côté Lotarum, parce qu'en fait, toujours ce truc de proposer des lots qu'il faut intéresser, mais pas trop. Il y a un côté, effectivement, Lotarum, où on propose des lots aux adversaires, mais il faut essayer de proposer des choses qui soient pas forcément trop intéressantes pour eux, sinon en fait on les avantage. Ah, il y avait ça dans Ladies and Gentlemen aussi, un peu ce principe. Ah, ce jeu, aussi. Il est plus édité les amis, mais s'il vous plaît, jouez-y une fois dans votre vie. Il faut demander à Libellude s'ils sont prêts à rééditer Ladies and Gentlemen. Trop bien, mais oui, c'était un peu ce principe-là de faire une vitrine de robes attrayantes, mais pas trop pour que les gens viennent faire leur shopping dedans. Ça mettait en avant aussi l'intelligence des hommes qui partaient à la recherche d'argent. Pendant que les femmes faisaient du shopping. Oui, exactement. Non, en vrai, c'est plus que ça, les amis. Oui. Vraiment, trop bien ce jeu. Un de mes favoris de ma vie. Bref. On enchaîne. Hey, c'est moi devant la caméra, parce que c'est bien mieux quand c'est moi et ma tête. Oui, vous êtes tous d'accord avec moi. Je suis votre favorite et je vais vous présenter un nouveau King Domino. Non, pas trop, mais un peu à la pandémique, maintenant il y a un King Domino système. Voilà, c'est marrant. Le nouveau, ça va être Moon River, du coup, par toujours Monsieur Catala, mais avec aussi Johan Servet, et illustré par Régis Torré, je ne sais pas. C'est à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour 45 minutes de jeu, distribué par Blue Orange. Enfin non, édité par Blue Orange et distribué par Tribio, bon bref. King Domino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'agencement de dominos pour créer normalement son royaume. Le thème de base c'était un peu son royaume, c'était dans un monde plutôt médiéval. Là ça va être plutôt son ranch, vous allez créer votre ranch. Et le twist c'est que les dominos vous allez les créer en plus. Vous voyez, en fait vous allez récupérer des morceaux de dominos puis après les assembler pour les mettre sur votre ranch. Alors comment ça se passe? On va retrouver des mécaniques de King Domino, donc je vais essayer quand même de vous les récapituler pour ceux qui ne connaissent pas, mais pas trop longuement. On va tous commencer avec un plateau de cette forme là pour faire notre ranch, et notre ranch du coup ne pourra aller que comme ça, il ne pourra jamais s'étendre plus loin que cette limite là. On va avoir une réserve de petits morceaux de dominos qu'on va pouvoir remplir. Évidemment, si vous récupérez des morceaux de dominos que vous ne pouvez pas mettre là-dedans, ça va être le moment obligé de les assembler pour vous faire des vrais dominos à après agencer dans votre territoire de ranch.
Comme dans King Domino, vous allez révéler des petits morceaux de domino et vous allez les classer par ordre croissant. Il y a des petits chiffres derrière allant de, je sais plus, 1 à 30, j'en sais rien, je vous dis un chiffre au pif. Mais en gros, vous les classez par ordre croissant. Généralement, en gros, les plus petits chiffres sont considérés comme moins intéressants. Mais en gros, si vous placez votre petit bonhomme, puisque chacun aura son petit bonhomme, vous placez à votre tour sur une des tuiles dispo. Après, chacun va faire ça, va récupérer la tuile et va la mettre sur sa réserve. Mais en gros, si vous avez pris parmi les plus basses tuiles, vous rejouerez en premier pour le prochain tour. En gros, c'est une compensation de vous avez pris une tuile pourrie. Il me semble que c'est dans l'autre sens. Ah oui. Ouais, il me semble que quand tu en fait récupères une pièce en hauteur, du coup, comme elle est moins intéressante, tu commenceras en premier. Tu auras plus de choix en fait. Oui, voilà. Je sais plus en gros si c'était. En gros, il y a quand vous prenez la pièce pourrie, vous avez le droit après de prendre en premier. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le principe. Ça. Dessus, sur les tuiles, vous allez avoir plusieurs données. Vous avez des épis de maïs. Oui, c'est du maïs. Vous avez des pépites d'or. Vous avez des castors. À eux-mêmes, vraiment, eux tout seuls, ils rapportent, je crois, 1 point de victoire. Voilà, des vaches. Et attends, les vaches, c'est après. Mais en gros, voilà, ces 3 petits trucs rapportent des points de victoire. Après, vous allez récupérer des petits compagnons, là, des associés, qui vont peut-être bonifier. Voilà, lui, par exemple, si vous le récupérez, à la fin, vous avez +1 par petit castor que vous aurez dans votre range, par exemple. Pas mal, ça. Voilà, ça peut bonifier. Donc, chacun récupère, met sur son petit plateau. Vous pouvez soit ne pas les assembler, soit décider d'assembler ceux que vous avez récupérés précédemment. Vous les assemblez et vous allez les positionner, donc vous voyez, horizontalement, verticalement, vous faites ce que vous voulez du moment que vous ne dépassez pas. Il faut toujours, à la manière des dominos, qu'il y ait au moins un morceau qui corresponde au paysage adjacent. Donc par exemple, si je pose celui-là, ça marche parce qu'il y a un petit pré qui correspond à celui adjacent. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir des tuiles avec des petites silhouettes de vaches. Et ces vaches-là, dès que vous posez la tuile avec une silhouette, vous posez vos petits meeples de vaches dessus. Il y en a où il y en a 2. Et après, vous allez pouvoir faire des trucs avec ces vaches parce que les vaches, un peu comme les couronnes dans King Domino, vous allez multiplier le nombre de vaches que vous avez sur un type de territoire qui se touche de même type par le nombre de vaches que vous avez sur ce territoire. Oui. Voilà. Mais le twist, c'est que si vous avez plusieurs vaches sur la même case, ça s'annule. En gros, va falloir dispatcher vos vaches. Il faut qu'il y ait une vache là, mais si vous en avez une deuxième, il faudra aller la déplacer ailleurs, sinon ça s'annule, ça sert à rien. Là, vous voyez, vous en aurez 2 si vous le mettez quelque part, là, celui-là, mais il faudra les dispatcher. Vous me dites comment je les dispatche, ces vaches, oui. comment? Eh ben, grâce à vos, justement, collègues, coéquipiers, associés, merci. Comment on les a, ces associés? Eh ben, avec des tuiles comme ça, là, où il y a des petits ronds. Ah, ça tombe bien, les associés, ils sont ronds. C'est assez clair comme signalétique. Quand vous le posez, hop, vous allez choisir sur le petit plateau, il y a un marché, on va dire. Soit les gars qui vont vous donner des points en fonction des petites ressources qui apparaissent, soit vous allez pouvoir échanger votre tuile avec un morceau de tuile dans la réserve d'un autre. Donc voilà, ça c'est un peu pour embêter les autres. Vous allez pouvoir voler des vaches aux adversaires. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah merci. Je me disais, mais c'est bizarre, c'est pas vraiment un katana si on peut pas voler l'adversaire. Ou vous pouvez décider de prendre un collègue associé, compagnon. C'est bien. Et le mettre de l'autre côté cowboy. Quand il est côté cowboy, vous avez le droit du coup de déplacer vos vaches. Voilà, c'est comme ça. Les cowboys, il sait déplacer des vaches. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un coéquipier, collègue, associé, je vais y arriver, dans un territoire où il y a des vaches, personne ne peut vous voler vos vaches là-dedans, parce que quand même, vous avez payé quelqu'un pour les surveiller, sinon c'est des nuls si on vous vole quelque chose sous le nez. Autre chose, vous avez, dernière chose je crois, sinon c'est à peu près tout, vous avez certaines tuiles où il y a des petits crânes comme ça, crânes comme ça de gens morts, en fait, d'animal mort. Voilà. C'est la sécheresse. Quand vous la posez, vous allez en fait voir si dans cette zone où vous la posez avec, donc là c'est toute la zone de désert, parce que c'est relié à un désert, s'il y a des vaches. S'il y en a, elles périssent. Voilà, elles sont plus là. Elles sortent du jeu. Succombe. Voilà, c'est la sécheresse. Mais là, la personne, le joueur de l'exemple, est très malin. Il l'a mis avec pas de vache.
Parfait. Donc du coup maintenant vous pourrez, si vous voulez, rajouter ici un nouveau domino avec des vaches dessus et qui sont de type désert. Mais c'est bon, la sécheresse vous touche plus, elle est passée une fois. On pourrait déplacer des vaches plus tard sur le désert en fait. Oui voilà. Ou en rajouter si là je colle des nouveaux dominos qui ont des vaches et qui sont de type c'est un désert. effet genre immédiat. Dès que je connecte, s'il y a des vaches, ça pue, mais Plus tard, on s'en fiche. C'est bon, la sécheresse elle est passée. Voilà, ça c'est le jeu de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez retourner en fait en mode asymétrique. De l'autre côté, vous avez pas le même nombre de réserves déjà de base. Des pouvoirs. Pas vraiment des pouvoirs, non. Mais les ponts, pas au même endroit, parce qu'en fait les ponts c'est là où vous avez le droit de commencer avec vos tuiles. C'est les départs. D'accord. Voilà, c'était Moon River. En gros, voilà, le gros twist, c'est que vous créez vos dominos en mode puzzle. Ça, c'est grave cool quand même. Ce truc des vaches et de la sécheresse qu'il faut déplacer et tout, et que vous pouvez voler des vaches. Ça, c'était trop gentil dans King Domino. Vous pouviez rien voler aux autres, à part bon la tuile qui les intéressait, quoi. Mais c'était soft. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau, je me dis, comment ils vont faire pour rendre le truc encore original? Et là, trop cool, hein. Ça donne encore plus envie parce que déjà, moi, je croyais que l'origine était l'accomplissement, tu vois. C'était incroyable. Origins, il est vraiment top. Mais alors, celui-là, il donne vraiment envie, Voilà, Origins, celui-là, c'est celui-ci, Il est trop bien, c'est King Domino, et avec King Domino Plus, King Domino Plus, voilà, vous pouvez jouer à tous les niveaux de King Domino en une seule boîte. Facile, moyen, difficile. Et là, avec la thématique cowboy. C'est vrai, on a tout fait, hein. On a fait médiéval, on a fait préhistorique, et maintenant on a fait cowboy. Donc, King Domino science-fiction. Oh, attention, c'est déjà... La règle d'or, c'est quand tu y penses et quand tu en parles, c'est déjà en cours de création. Ok. On enchaîne avec Benevolent de chez Matago. C'est un jeu de Yuri Zouravlev, je dirais, et illustré par Svetlana Pikul, on va dire, de 2 à 4 joueurs pour 25 minutes de partie à partir de 10 ans. Voilà, c'est vrai que c'est assez rapide, j'y ai joué, alors pas une partie entière parce que malheureusement je n'ai pas le temps, je suis une femme très occupée, non, c'est juste que on travaillait, mais un petit festival qu'on a sur Bordeaux, voilà, il y avait Matago, il faisait jouer à Benevolent en avant-première, donc j'ai eu le temps de faire quelques tours, c'est très cool, c'est vraiment... feel good. Voilà, ça se voit, hein, le thème est très mignon. Vous allez vous balader dans la forêt enchantée, vous allez rêver, des choses comme ça. Le but, alors il n'y a pas de salade de points à la fin, c'est une course. Le premier à avoir réuni les 5 objets qui existent dans ce jeu a gagné. Les objets vont être sous forme de petits jetons comme ça à la Splendor, là, en joli token de poker. Il en existe 5 types. Il y en a qui sont de plus en plus chers et difficiles à obtenir. Voilà. Mais le premier qui a les 5, bam, fini, il a gagné. Voilà, une course. On va avoir chacun des petites empreintes de pas là, en petit meeple en bois comme ça, à notre couleur. Voilà, déjà. On met en place le plateau, donc avec des tuiles, elles sont recto verso, elles vont pas se mettre pareil en place à chaque partie, donc déjà ça fait pas mal de rejouabilité. Et vous allez avancer. Voilà, à votre tour, vous allez poser une petite empreinte de pas quelque part. Les autres vont aussi poser des petites empreintes de pas. Et le tour d'après, vous devrez poser des empreintes de pas qui forcément seront adjacentes à une empreinte de pas que vous auriez déjà fait. Vous pouvez pas vous téléporter dans la forêt, ça se fait pas. D'accord. Mais vous pouvez avoir un groupement, hein. Vous pouvez avoir, là, c'est vous, là, vous voyez, vous êtes en rouge, vous avancez là. Si vous voulez, vous pouvez avancer là, parce que c'est adjacent à lui, mais aussi à lui. Et puis après, vous pouvez avancer là. En gros, vous pouvez, du moment que ça fait un groupe de votre empreinte de pas, c'est bon. D'accord. Voilà. Pas obligé d'aller tout droit, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur chaque case où vous allez, il y a des choses à faire. Il y a des cases où vous allez juste gagner une ressource, par exemple. Là, quand vous êtes dessus, vous gagnez un petit trèfle qui est une des objets à récupérer. Mais comme vous voyez, il est super simple à récupérer, donc bon, c'est pas lui qui va poser problème. Vous en avez d'autres qui sont un peu plus intéressants, genre les plumes. Là-dedans, il y a les plumes. Mais pareil, vous voyez, là, c'est classé par ordre de rareté. Donc le trèfle, c'est le moins rare. La plume, un peu moins rare, etc., etc. Le super rare, c'est la sorte de... je sais pas, de totem, là, une petite statuette de lapin qui est mignonne. Mais aussi, vous allez avoir à gérer votre monnaie, qui sont ces petites feuilles. Vous commencez avec un certain nombre de feuilles en début de partie. Et en fait, ces feuilles vont vous permettre de faire les actions en fonction de s'il y a des gens avec vous sur les tuiles. Déjà, vous avez certaines tuiles qui ont de base une petite empreinte de pas dessinée. Donc, si vous êtes dessus et que vous voulez faire l'action, vous devrez payer une feuille à la banque.
parce qu'elle est à personne, cette empreinte de pas. Okay. Mais si vous voulez faire une action, par exemple, vous voulez aller là, récupérer la petite plume, vous êtes le joueur rouge, il y a déjà le joueur bleu, vous voulez faire l'action, bah, vous lui donnez une feuille. Voilà. Donc déjà, il y a toute une gestion un peu d'argent, parce que quand vous en avez plein, vous allez pouvoir faire plein d'actions, mais en fait, faire plein d'actions, ça va être de donner plein de sous aux autres, donc à un moment, c'est vous qui allez être ruiné. Enfin voilà, il y a toute une fluctuation de la bourse, des feuilles. Donc ça, c'est les actions simples, c'est de récupérer ces 2 ressources faciles. Vous avez ici, c'est un emplacement où vous allez récupérer des sortes de petites tuiles comme ça, qui sont des pouvoirs soit immédiats, par exemple gagner tout de suite une plume, vous pouvez le prendre et le garder pour plus tard, ou l'utiliser quand vous voulez. Et vous avez ces petits gris, c'est des pouvoirs permanents. Genre quand vous vous déplacez sur une case sans pas adverse, sans qu'il y ait personne d'autre, vous gagnez une feuille. Par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ces petites tuiles, elles sont mises déjà au hasard, il y en a plein, elles sont recto-verso en plus, différentes, et elles sont mises en forme de pyramide un peu. Et en gros, vous ne pouvez prendre que les plus accessibles, un peu à la Mahjong, en gros. Donc quand vous en prenez une, vous allez libérer le chemin pour une autre pour les adversaires. Donc il y a un peu ça aussi à gérer. Vous avez... Là, ici, vous avez le marché. Donc quand vous allez dessus, vous payez le prix qui est écrit ici pour récupérer le jeton associé. Donc si vous voulez la statuette, c'est 12 feuilles. Je vous dis, c'est super cher. Voilà, généralement, vous avez 5-6 feuilles quand vous êtes bien dans vos bottes. 12, je sais pas comment ça vous faites, mais voilà, vous êtes gros radin si vous avez fait ça. Donc vous achetez une petite ressource. Vous avez aussi ici le troc, on va dire. Vous pouvez troquer en fait une ressource que vous avez contre celle au-dessus, en valeur. Donc si j'ai une plume, je peux l'échanger contre un cristal, etc., etc. Généralement, c'est comme ça que vous allez réussir plus facilement à avoir le petit totem bizarre. Sauf si vous raquez 12 feuilles, vous êtes très fort. Donc voilà, vous avez en gros le marché et le troc. Et enfin, vous avez ici des petits plaids là, à côté des étangs. Et ben c'est pour vous inviter à dormir sur ce petit plaid tout mignon. Et en fait, vous allez avoir vos petits pas ici qui vont avancer sur le monde des rêves. Alors ça cache un peu là, le plateau cache un peu le plateau des rêves. Mais vous voyez, vous allez tous commencer ici. Et quand vous rêvez, vous pouvez avancer de une case en suivant les flèches. Donc au début, bon, vous avez des chemins prédéfinis. Donc vous êtes obligé d'avancer là. Mais à partir d'ici, vous pouvez choisir. Bon, à chaque fois, il faut aller rêver hein, quand même. Hein, ça se fait pas d'un coup. Hein. Oui. C'est un peu long comme trajet, mais voilà. Quand vous arrivez ici, vous voyez, vous pouvez soit revenir en arrière et récupérer une plume, soit continuer. Et si vous allez jusque là, c'est super long. Quand vous reviendrez en arrière, vous prendrez quand même le totem, le truc super dur à avoir. Voilà. Donc ça aussi, c'est un moyen de récupérer les ressources. Voilà, c'est à peu près tout. C'est plutôt cool, c'est assez dynamique. Hein. Vous mettez juste une petite empreinte de pas, c'est très feel good et c'est juste une course. Donc pas de calcul de points, rien. Ça trace. 25 minutes, j'y crois à fond. Voilà, moi j'y ai joué, on était 4. Et pour une première partie, j'ai fait 4 tours en 10 minutes quoi. Voilà. Et j'avais presque gagné, voilà, sachez-le. Bien évidemment, sans surprise. Je crois que c'est bon, on peut enchaîner. Remix Marvel, c'est ce petit jeu de chez Don't Panic Games. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 12 ans on va dire, et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est inspiré, très inspiré, c'est vraiment comme ils disent basé sur le jeu Fantasy Realms que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui-ci, et honte à vous si vous ne le connaissez pas parce que c'est un super jeu de cartes. Qui est déjà une réédition celui-là. Qui est déjà une réédition, hein. C'est un très vieux jeu de cartes, on le voit normalement notamment au graphisme. Ça peut plaire à certains vieux rôlistes parce qu'il y a vraiment cet aspect médiéval en fait, très proche des JDR type Donjons et Dragons. C'est un jeu que je trouve hyper efficace pour des joueurs qui ont quand même l'habitude de jouer, mais c'est pourtant une mécanique méga simple. Sachez qu'il existe la version Marvel, entre guillemets, mais que juste avant est sortie la version Star Trek. Donc autant vous dire que la mécanique de base qui a aussi inspiré le jeu Red Rising, du coup maintenant on commence à proliférer, entre guillemets, parce que là on arrive sur des jeux où on va avoir non pas que des thématiques, mais une base qui va, avec sa thématique, apporter des petites nouveautés. Dans Remix Marvel, ici on a une thématique Marvel, et on retrouve la mécanique de base de Fantasy Realms. Bon, pour faire simple, Fantasy Realms, en fait, vous avez une main de 6 cartes. Chaque carte va avoir un type particulier, et va avoir surtout du texte, et va vous permettre de comboter. Et en fait, le but, c'est de faire le plus de points avec les 6 cartes que vous avez en main. Durant la partie, tout ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte, ça peut être de la pioche ou face visible dans la défausse, un peu comme Skijo finalement. Je récupère une carte, mais comme je suis limité à 6, j'ai cette carte, donc je suis obligé d'en redéfausser une. Et donc sans arrêt, votre cerveau il est obligé de recalculer tout le temps et de se dire
attends, je viens de prendre cette carte-là, si j'enlève celle-ci, ça me fait moins 20, mais avec celle-ci, j'ai plus 50, donc au final, la rentabilité, elle est de 30 points, donc c'est bon, le combo, il est good. Du coup, là, dans Marvel, vous avez un peu le même système, si ce n'est que le twist maintenant, c'est que vous avez 2 paquets de cartes. Il y a un paquet de cartes remix et il y a un paquet de cartes vilain. Il y a une vingtaine de cartes vilains. Et en fait, déjà, la première condition, c'est qu'à la fin de la partie, vous devez avoir forcément, dans votre main de 6 cartes, au moins un vilain et au moins une carte remix. Les remix, globalement, c'est les gentils, c'est les héros, et les vilains, c'est les vilains. Donc au début, je vais piocher des cartes, j'aurai 5 cartes remix et une carte vilain dans ma main, et à mon tour de jeu, comme je disais, je pioche et puis je défausse. Les autres joueurs regardent ce que j'ai défaussé, peuvent très bien à leur tour piocher la carte que je viens de défausser, et dans ce cas-là, ils redéfaussent une carte, etc. La partie prend fin quand il y aura 10 cartes défaussées, et à ce moment-là, on compte les points. Le petit twist dans Marvel, c'est que effectivement, vous allez retrouver donc déjà les points de victoire indiqués en haut à gauche des cartes qui sont brutes. En dessous, on va avoir des textes sur les cartes qui vont faire des combos. Donc par exemple, je sais pas, il y a une carte qui va dire que pour toutes les cartes vilains, vous gagnez plus 5. Donc du coup, c'est une carte qui est intéressante si vous avez des vilains. Si vous n'en avez pas, ça sert à rien. Vous avez des combos qui vont se faire. Par exemple, si ce personnage-là, il fait 12 points, mais si jamais vous avez Thor, le fils d'Odin, dans votre main, ça fait plus 20 points. Donc vous allez essayer de comboter comme ça les cartes. L'idée, c'est qu'il y a des petites icônes maintenant sur les cartes. Et certaines cartes, notamment, je prends un exemple comme Bruce Banner, par exemple. Bruce Banner, ça va être une carte qui est scindée en deux. Vous avez Bruce qui rapporte 1 point, qui est tout pourri, il rapporte quelques icônes, et en dessous vous avez Hulk qui rapporte 13 points. Le seul truc c'est que Hulk, vous l'avez que si vous avez une autre carte dans votre main qui aura un logo, je vais y arriver, qui aura un logo de radioactivité dessus. Et j'ai plus le nom pour Banner, bon c'est pas grave. Vous avez le Gamma. Oui, c'est ça, c'est le gamma, oui, pardon. Et donc, du coup, si vous avez ce symbole-là de radioactivité, Bruce devient Hulk, et du coup, vous passez de 1 point à 13 points. C'est ça qui est cool. Et donc là, en fait, vous gardez la base d'un jeu de cartes qui marche super bien, mais vous y ajoutez une thématique avec toujours une cohérence, c'est ce qu'on retrouvait dans Red Rising, c'est que pour ceux qui connaissent les univers, notamment sur Star Trek, c'est pareil, les bonus et les liens entre les personnages et les icônes qu'ils apportent sont toujours en lien avec le personnage en question. Ouais, c'est cohérent niveau univers, quoi. Exactement. Voilà. Donc, on l'attendait énormément, notamment parce que la base fan, la fanbase de Marvel, elle est très présente. Et notamment, ça me fait plaisir de voir un jeu Marvel sur un jeu que je trouve vraiment top. Fantasy Realms, si vous ne connaissez pas ce jeu, intéressez-vous-y, il est vraiment top. Là, on va complètement changer d'univers pour être dans le jeu Donuts. C'est pas Donuts Marvel, c'est juste Donuts. Et on y retrouve un nom on vient juste de voir, justement, sur Moonriver. On retrouve Bruno Cathala. Bruno Cathala qui, en fait, de base, avait sorti, enfin pas sorti officiellement, mais qui avait proposé sur Board Game Arena, notamment, un jeu qui s'appelait Insert. Et bien maintenant, en fait, Donuts, ou du moins Insert, ça devient Donuts, parce que maintenant c'est édité par Funforge, et ils ont eu l'audace, j'ai envie de dire, ils ont pris le parti de mettre un thème sur un jeu qui au final est assez abstrait, mais que je trouve au final plutôt intéressant. Il est mignon. Hein. Pourquoi pas, les donuts, c'est bon. Ça rend le jeu tout aussi accessible. Dans Donuts, vous allez retrouver un plateau qui est en fait formé de 4 petits plateaux. Ce qui est intéressant, c'est que ça augmente la rejouabilité. Sur les plateaux, vous allez retrouver des cases qui sont souvent divisées en deux. Ça, ce sera en fait une orientation. Donc vous avez horizontale, verticale et en diagonale. Chaque joueur va se munir de ces petits donuts. Moi, je suis chocolat. Très bien, donc ça, Alice est chocolat. Moi, je suis vanille, du coup. Et le but de Donuts, ça va être de faire un alignement de 5 donuts de ma couleur. Donc moi, je suis blanc, Alice, elle est marron. À chaque tour, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un donut. Pour ceux qui ont déjà joué à Sobek, cette espèce de plateau ne vous est pas inconnu, parce que dans Sobek, on avait cette même contrainte de pose qu'on infligeait à l'adversaire. Alors, Alice essaie de prendre un Sobek. Voilà. Donc là, Sobek, on avait ce même système-là, avec l'encre, en fait, qui indiquait justement une contrainte de prise pour l'adversaire. On est un peu dans le même système sur Donuts. Hop là, hop là. Bonsoir. Parce que dans Donuts, quand je vais poser, mettons, mon Donuts ici, eh bien, on voit sous la case qu'elle a une ligne en diagonale. Ça veut dire que, en posant mon Donuts ici, mon adversaire est obligé de jouer dans la diagonale ici. Si jamais, par exemple, il joue là, il m'impose de jouer dans cette ligne ici. Si je joue ici, j'impose de jouer là. Là, vous allez me dire, oui, mais là, on ne peut pas jouer. Alors, si jamais un joueur ne peut pas jouer, eh bien, il peut jouer où il veut. Donc ça, c'est aussi une manière intéressante, et c'est là qu'on retrouve en fait le talent de Bruno Cathala pour essayer de créer des jeux abstraits
à 2 joueurs qui fonctionne très bien, c'est Avec que... plein de contraintes. Voilà, c'est ça. Il y a une manière de gagner, notamment que je trouve toujours intéressante, c'est que quand votre adversaire il est bloqué, c'est que du coup vous avez gagné. Le but essentiellement, c'est de faire un alignement de 5 pièces identiques de votre couleur. Ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que le jeu à l'époque s'appelait Insert, c'est que quand vous allez placer un donut entre 2 donuts de couleur adverse, en fait vous allez vous insérer, et du coup les 2 donuts de la couleur opposée, ils se retournent. Comme un Othello. Exactement. C'est vraiment le principe de l'Othello. Et en fait, quand vous le placez, vous retournez, ce qui fait que du coup, ça peut créer pas des réactions en chaîne, mais en admettant que j'avais une ligne de 3 et qu'en m'insérant, je retourne 2, ma ligne de 3 du coup devient une ligne de 5 et du coup, j'ai gagné la partie. Bam. C'est hyper malin et comme tout bon jeu abstrait, ça s'explique en 2 secondes. Vous y jouez toute une après-midi parce qu'au final vous faites une première manche, puis l'adversaire veut sa revanche, puis après il a gagné donc vous voulez encore faire la belle, puis vous dites ouais mais 3 parties c'est pas assez, je pense que j'avais encore moyen de gagner et du coup vous Et à réenchaînez. chaque fois, on change les carrés, on les met pas pareil. Bien sûr, et tout. vous changez les plateaux qui sont recto-verso et que du coup vous agencez comme vous souhaitez. De toute façon, en termes d'agencement, ça va vous permettre d'augmenter la rejouabilité et puis le placement en fait des carrés n'a pas tellement d'impact, c'est plutôt comme dans tout beau jeu abstrait, où est-ce que vous allez placer votre donut de façon à forcer le joueur à s'insérer à des endroits, mais c'était en fait un piège parce que vous l'avez fait insérer à un endroit où vous allez plus tard vous insérer pour justement contrebalancer la partie. Moi j'ai déjà lâché, là mon cerveau il va pas aussi loin. Mais c'est justement ça en fait. C'est pas pour rien que tu m'as battu. C'est ça où le donut c'est très fort, c'est qu'au final, de par sa thématique, il va intéresser peut-être des plus jeunes qui se diront c'est cool, c'est même des couples qui vont dire c'est un petit jeu simple où on pose des petits donuts, c'est fun. Et au final, ils vont se rendre compte qu'en jouant, il y a une grosse profondeur de jeu parce que le placement, un petit peu comme le jeu de Go, est hyper important. Vous placez un truc là, mais vous avez déjà anticipé 3-4 tours en vous disant si je le mets là, je suis sûr qu'il va aller là. Et comme il ira là, il m'imposera ici. Et en me mettant là, je pourrais m'insérer là. Et bam, je vais retourner la situation à mon avantage. Top, très content de recevoir Donuts à la boutique. Et je te laisse enchaîner. Recoucou! Je vous présente un jeu de coopération qui s'appelle The Art Project, sur lequel Antoine avait déjà fait un focus cet été. Il y avait joué en mode solo, si je me souviens bien, puisque c'est un jeu qui va de 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour 40 minutes de jeu, ou moins si vous vous faites défoncer, parce que ça fait un peu penser à Pandémique, c'est-à-dire que c'est très dur à gagner. Voilà. C'est inspiré alors déjà, d'abord, Oui. c'est par Florian Siriex, c'est Benoît Turpin, et c'est par les Lumberjacks et illustré par Vincent Dutré. Voilà. Maintenant, c'est inspiré d'une vraie histoire de voleurs d'œuvres d'art, et nous, on va incarner les gentils qui vont sauver les œuvres d'art. Voilà. On va se battre contre la main blanche, pas celle de Saruman, mais c'est les méchants, voilà, qui sont représentés par ces petites mains blanches. Organisation secrète. Voilà. Nous, on va incarner des petits agents. Voilà. Alors, il y a agent numéro 1, numéro 2. Ils sont trop bien. Je les adore. Il y a de tout. C'est trop bien. Lui, génial. Ça donne juste votre couleur de personnage, c'est pas asymétrique. Et vous allez essayer de récupérer des œuvres d'art qui sont ces magnifiques petites caisses. Oui. Des caisses. Elles sont magnifiques, en vrai. Et après, dedans, vous avez tout. Il y a plein d'œuvres d'art dans la vie. Et vous avez, 3 plateaux. Chacun recto verso. Donc 6 plateaux en fait. 6 plateaux qui ont chacun un peu leurs règles et leurs twists. Oui. Et en plus, pour jouer, vous pouvez décider du niveau de difficulté. Je crois qu'il y a 3 ou 4 niveaux de difficulté possibles. Donc imaginez, vous avez 6 plateaux avec à peu près 6 règles, et à chaque fois, vous pouvez avoir 3 ou 4 niveaux de difficulté. Vous voyez la rejouabilité déjà ? Voilà, c'est beau. Alors, là, ici, la partie se termine dès que vous avez réussi à réunir tout ça là. Hop, ça fait combien d'ailleurs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 œuvres d'art. Dès que vous avez fait ça, vous avez gagné. Mais par contre, vous avez plein de moyens de perdre. Voilà. Parce que, je vous ai dit, c'est dur. On va commencer avec des cœurs sur nos petits agents. Déjà, niveau difficulté, vous aurez plus ou moins de cœurs en début de partie. Vous pouvez commencer avec un seul cœur. Les gars, bon courage. Donc, si vous avez plus de cœur, si l'un d'entre vous n'a plus de cœur, bisous, c'est perdu. Si vous atteignez la petite tuile là, hop, qui est 12 cartes avant la fin, c'est perdu. Vous avez, je crois, un dernier tour, une fois qu'elle a été révélée, pour essayer de gagner. Et si il y a... j'ai oublié combien de villes. Je sais plus, 5, 4, je sais plus. Un certain nombre de villes qui sont tombées aux mains de la main blanche. Voilà.
Comme à Pandémique, en gros, il y a eu trop de petites mains, comme trop de petits cubes de maladie. Hop, la main blanche a pris le contrôle de la ville. S'il y en a trop, perdu aussi. Donc 3 moyens de perdre, un seul de gagner. Allez-y, c'est parti. Ça va être aussi un jeu de déplacement, gestion de ressources et communication limitée. Alors, comment ça va se passer? On a une mise en place de départ. On va tous commencer à le petit drapeau de départ. Donc ça, c'est la map de base. C'est le Japon. Voilà. Donc on commence tous ici. Hop. Moi, j'ai dit qu'il y avait tout le monde. Hein, ça fait beaucoup de pions. Et on met 2 petites mains de la main blanche sur toutes les villes. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de tour de jeu, en fait. Tout le monde va piocher 2 cartes qui va regarder secrètement. Les autres ont juste le droit de voir quel type d'œuvre d'art, en gros, vous pouvez essayer de sauver. Mais là, vous allez en fait avoir des informations. Et comme tout le monde peut jouer en même temps, en fait, vous allez vous mettre d'accord dans l'ordre du tour. En gros, vous allez dire, moi j'aimerais bien jouer en premier. Vous n'avez pas le droit de dire exactement ce qu'il y a derrière votre carte. Et en gros, si vous la jouez, par exemple, vous jouez cette carte, vous décidez, eh bien ici, de perdre un cœur, de faire apparaître une main blanche, hop, sur un lieu avec une petite note de musique, ici. Hop là, ah oui, c'est bon. Je sais quand c'est la fin de perdre, je vais vous le dire. Quand on disait combien de villes il faut perdre. Oui. Voilà, je vais vous le dire dans 2 secondes. Mais par contre, vous gagnez 2 Tokiwoki et un petit cœur. Voilà, ça c'est bien. Quand vous le jouez, vous le mettez devant vous, trop cool, vous faites les effets et on a un petit crâne ici. Les autres aussi vont jouer, donc comme je vous viens de vous le montrer, vous avez 2 cartes en main, mais à votre tour, vous ne pourrez en jouer qu'une. Voilà, l'autre elle est défaussée. Donc tout le monde va jouer l'un après l'autre, en se décidant ensemble. Genre moi j'aimerais bien commencer en premier, etc. Surtout faites pas de trucs avec des Tokiwoki s'il vous plaît, parce que vous avez justement une carte qui va sacrifier des Tokiwoki. Si à un moment vous jouez une carte et il faut défausser des ressources que vous n'avez pas, parce que vous avez ce magnifique van en début de partie, il est pas trop bien, là vous mettez vos ressources de jerrycan, là vous mettez vos ressources de flingue, et là vous mettez vos ressources de Tokiwoki. C'est 3 ressources à part votre vie dans le jeu. Et donc en gros, si à un moment vous avez une carte qui vous dit défausser un jerrycan et un pistolet et vous n'avez pas ces ressources-là, vous défaussez des cœurs. Et comme je vous ai dit, quand vous n'avez plus de cœur, c'est perdu. Donc c'est là où il faut communiquer, mais vous n'avez pas le droit de dire exactement ce que vous avez. Donc touchez pas trop aux Tokiwoki, voilà, je vais en avoir besoin. Sauf que les Tokiwoki vont servir à des trucs. Les jerrycans aussi, en plus d'être sacrifiés quand on joue une carte. Les jerrycans, ça vous permet de vous déplacer. Si vous voulez déplacer, vous allez d'une ville à une autre qui est reliée par un petit point, enfin des pointillés, ça, c'est assez classique, et vous dépensez un jerrycan par déplacement, déjà. Les Tokiwoki vont vous permettre d'appeler des renforts. Je viens de faire tomber la main blanche. Tant mieux, c'était le but du jeu. Je viens de faire tomber l'agence. Alors, la main blanche, du coup, elle va se répandre. Et pour la combattre, il va falloir lancer des dés et avoir des résultats plus élevés que le nombre de petites mains là où vous êtes, plus le niveau de menace qui est ici. Donc au début, ça, vous avez que 6 en menace. Enfin, c'est quand même hardcore parce que là, du coup, vous avez 6 plus 2, ça fait 8. N'est-ce pas, ça fait 8. Hein. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que vous allez lancer, vous êtes tout seul sur cet endroit, vous allez lancer votre petit dé de combat qui va jusqu'à 6. Donc vous vous dites que même si vous avez de la chance, c'est pas possible. Parce que c'est 6 maximum et pas 8. Donc du coup, des trucs comme ça, vous allez essayer d'être à 2. Donc au moins vous serez 2 à lancer des dés. Mais vous pouvez appeler des renforts, comme je vous ai dit, grâce au Tokiwoki. Les renforts, ça va en fait ramener des petits dés noirs là, qui vont pouvoir du coup se mêler à vos combats. À tous vos combats d'ailleurs. Hein. Vous l'embauchez, il sera là jusqu'au bout de la vie avec vous. Comment ça se passe? Au début, ça va vous coûter super cher. Là, vous voyez, Tokiwoki, pour apporter un renfort au tout début de la partie, ça vous coûtera 6 Toki. Ça coûte très cher, 6 Tokiwoki, sachant que chaque ressource est en 6 exemplaires. Donc il faut tous les Tokiwoki pour avoir le premier renfort. Mais plus vous allez avancer dans le jeu et récupérer des petites caisses, et moins ça vous coûtera cher. Par contre, la menace de la main, elle va augmenter. Okay. Donc, plus j'avance dans le jeu et plus je récupère des œuvres d'art, je vous dis comment on va les récupérer, vous en faites pas, vous allez savoir, plus je vais galérer pour battre les mains blanches, mais plus j'aurai des renforts, et comme je vous ai dit, hop, quand vous les gagnez, ils restent avec vous jusqu'au bout. Donc faut pas être radin sur les renforts, parce que ça vous sauve la mise. Donc voilà, on a déjà vu jerrycan, c'est pour se déplacer. Les Toki, c'est pour recruter des renforts. Et les petits flingues, ça vous donne des bonus. Je crois que c'est un flingue plus 2, je crois, à vos jets de dés pour les combats.
Les caisses, comment elles apparaissent, hein? Vous dites depuis le début, c'est quand même ça qu'on veut récupérer. Et ben c'est en jouant vos cartes. Les cartes, vous les jouez, certes, il se passe des trucs, c'est cool. Mais vous vous souvenez, il y a des petits sigles là-dessus, là. C'est les seuls trucs que les gens peuvent voir d'ailleurs. Et ben, quand vous les jouez, on va les empiler comme ça. Et en fait, dès que vous avez 3 exemplaires du même type d'œuvre d'art, vous défaussez déjà les cartes concernées, hop, et vous allez mettre une caisse sur le lieu associé. Donc du coup, là, j'ai réussi à avoir 3 livres, donc je vais mettre une caisse sur la ville des livres qui est ici. Voilà, j'ai une caisse. Maintenant, pour aller la récupérer, tout simplement, il faut que quelqu'un aille dessus, hop, je la récupère, et voilà, très bien. Ça, c'est si c'est vide. Par contre, si ça pop sur un endroit où il y avait déjà la main blanche, ben, va falloir se battre. Se battre pour notre vie, et surtout pour la vie de cette œuvre d'art. Donc voilà. Ça va être un peu une grosse gestion du coup de ressources, parce que toutes les ressources que vous avez là vont être très utiles pour faire les actions. Rien que se déplacer par exemple, c'est vital, hein, c'est vital. Mais aussi pour payer le coût des cartes que vous êtes obligé de jouer pour avoir les symboles qui vous feront apparaître les caisses. Et il y a toute cette montée de difficulté de plus vous approchez de la victoire, plus vous allez galérer à battre la main blanche, etc. etc. Comment on perd une ville aux mains de la main blanche? Dès qu'il y a 5 mains sur une ville. Boum. Voilà, on a perdu la ville. Un peu à la pandémique, faut pas laisser la main blanche trop se répandre parce qu'après, bon, ça explose pas, comme dans pandémique, mais voilà, on perd un endroit et on pourra plus s'y déplacer. Et voilà ce que je disais par rapport à ça à la fin de partie. En gros, c'est dès qu'on ne peut plus poser de main alors qu'on devrait le faire parce qu'on n'a plus de jetons, c'est mort. Pareil, si on devait encore poser un jeton de ville, il y en a un certain nombre, je sais plus combien, et qu'on peut pas, parce qu'on n'a plus de jetons, c'est mort. Voilà. J'avais pensé à ça. Et je pense que c'est tout. Pour le jeu de base, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de plateaux. Donc là, on a Japon, derrière, on a dit qu'il y avait quoi? Égypte. Égypte. Là, on a quoi? On a les États-Unis. Oui. Et on a quoi? La Scandinavie. Voilà, l'endroit, c'est mieux. Voilà. Ici, on a quoi? On a le Brésil. Et ici, on a la Polynésie française. Voilà. Et chacun a ses petits twists et tout ça et tout ça. Alors, je vous avoue, navré, je n'ai pas regardé, ni lu, ni essayé les modules des autres cartes. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qui change. Mais voilà, faut se dire ça. Et surtout, le meilleur de ce jeu, c'est que dans cette boîte-là, vous avez une magnifique carte postale. Voilà. Elle est géniale. J'adore. Voilà, c'était The Art Project. Donc, super jeu coopératif, très adaptable à toutes les difficultés et au nombre de joueurs quand même. De 1 à 6, c'est cool. Hein. C'est vraiment très cool. Je continue, je vais me décaler parce que j'ai vraiment mis un bazar pas possible. Moi, quand je fais les présentations, c'est l'apocalypse. Donc, du coup, pour vous présenter celui-là, je vais un peu me décaler à un endroit qui est aussi quand même en bazar. C'est pas grave. Pour vous présenter L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, le jeu de société qui s'appelle Devenez le roi des festivités. C'est un jeu pas coopératif, voilà, compétitif, de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, de 30 à 45 minutes de jeu. Il y a pas mal de joueurs dedans parce qu'en plus c'est asymétrique et vous allez pouvoir retrouver les personnages du film d'animation. Donc vous aurez Sally, Jack bien évidemment, vous aurez le scientifique, Frankenstein je crois, le maire, le père Soleil et Oogie Boogie. Chacun va avoir ses petites mécaniques propres et son scoring. En fait, vous allez essayer de récupérer des ressources. Il y en a 2 types, il y a les citrouilles et les petits cadeaux. Sachant que chaque personnage va plus ou moins maxer en fonction de la ressource. Vous devinez bien que le père Soleil, il gagne plus de points avec les cadeaux. Voilà. Et après, comment ça va se passer? Je ne sais pas si vous connaissez Between Two Castles. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes en main avec des valeurs et aussi des fois des pouvoirs qui sont du coup, comme je vous ai dit, propres à la mécanique un peu de votre personnage. Et vous allez avoir 3 lieux où jouer. En gros, chacun en même temps va jouer une carte soit à sa gauche du plateau, donc en fait ça va être en interaction avec son voisin de gauche, soit à droite, soit au milieu, ici. En fait, on va se disputer un peu la prise de territoire sur ce qu'il y a à gagner, vous voyez, sur ces lieux-là. Donc il y a celui-là, celui-là, celui-là et le central.
à chaque niveau, en fait, à chaque manche, on va mettre un certain nombre de ressources et de tel type. Je sais pas, voilà, à cette manche-là, il fallait mettre 2 cadeaux et 2 citrouilles. Et donc, si vous aimez les citrouilles, vous allez tout faire pour gagner cette manche, enfin ce lieu-là. Comment ça se passe? La première carte que vous jouez, vous la jouez face visible, je crois. Et après, tout le monde pose sa carte. Après, vous la jouez face cachée et l'autre encore face cachée ou face visible, je sais pas. Ouais, face cachée. Voilà, il y a une alternance et du coup, vous avez une demi-info. L'autre est genre, ok, il va peut-être attendre que vous mettiez une carte avant de répondre à vous. Par exemple, votre voisin, il a joué sur ce lieu-là. Vous n'aviez pas encore mis de valeur et vous avez vu que il a joué sa carte visible ici. Vous avez vu qu'il a mis une méga valeur. Il dit bon, je vais peut-être pas me battre avec lui, je vais mettre une valeur toute pourrie et je vais par contre garder mes grosses valeurs pour aller me battre sur un autre front. Voilà. Une fois que tout le monde a mis ses cartes, on révèle celle qui était face cachée et on va comparer les valeurs. Et en plus les pouvoirs. Parce qu'il y en a des pouvoirs qui vont se déclencher avant le comptage, pendant, en fonction de l'état de vos personnages. Par exemple, le maire, ses cartes vont être influencées en fonction de s'il est côté bonne humeur ou mauvaise humeur. Ouais. Jack, il va avoir une sorte de curseur qui va monter ou descendre et qui va influer sur la valeur des cadeaux ou citrouilles qui valent plus ou moins de points. Voilà, le Oogie Boogie, il va avoir des conditions qui, il lance ses dés là, qui sont là, et en fonction de s'il a un nombre pair ou impair, ça double ses points, enfin voilà, c'est cool ou pas cool. Des choses comme ça. Et après, pareil, on va se disputer la majorité sur le lieu central aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, tout a été dit, hein, en vrai, il n'y a pas de... Alors ce qui est chouette, c'est que parfois dans les pouvoirs, il y a des twists qui font que... on sait qu'on a perdu, mais notre pouvoir, il dit, si vous avez perdu sur ce lieu-là, en fait, vous virez tous les cadeaux qui étaient présents sur ce lieu. Et du coup, l'autre, il a bien les nerfs. Il est bien embêté, parce qu'en plus, c'était le Père Noël. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était les cadeaux. Je suis pas le Père Noël, je suis le Père Soreille. Si tu veux, le Père Soreille, c'est pareil. Mais voilà, du coup, en gros, ce qui est intéressant, c'est les petits twists sur les pouvoirs. Et la symétrie. La symétrie, très cool. Du coup. Voilà, et puis je trouve vraiment original, par exemple, vraiment le maire en fonction de s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, c'est génial, c'est bon. Voilà, et je pense qu'on peut aller derrière le comptoir. Et c'est encore moi, oui, toujours, vous êtes très contents dans cette vidéo parce que je suis très présente. Je conclue cette vidéo avec un magnifique derrière le comptoir, en vrai il y a plein de trucs. Je commence par le dernier Casus Belli, voilà, le 45. Donc comme le dit l'entête, sur Hunter, les Grégor, et Beyond the Wall. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs stylés dedans. Je l'ai vu quelque part et je le vois plus. Mais ah voilà, il y avait ça. Et il y avait sur Tolkien. Ah voilà, c'est ça les Grégor. Ça on l'a à la boutique, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop, du Shadowrun, du Hunter, Pathfinder. Hop, et voilà. Oh, il y a les héritiers, trop bien. J'adore les héritiers. Bref, donc voilà, Casus Belli 45. Ensuite, gros bébé. Les châteaux de Bourgogne, spéciale édition, qui est spécialement gros. Voilà, très très gros. Pourquoi? Vas-y, montre le magnifique matériel. Voilà, c'est une édition spéciale, magnifique, édition collector, je dirais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Alex? Que c'est cher, mais que ça vaut le coup. Si on connaît un peu les châteaux de Bourgogne... Sur les fans, Fanny tout de suite elle l'a pris, hein, parce que c'est une grande fanatique. En fait, c'est une version de base qui est Kickstarter et que Ravensburger propose, j'allais dire aux communs des mortels, non, mais pour les retardataires en fait qui n'ont pas pu Kickstarter. Il me semble pas que c'est la version totalement Kickstarter. Non, la version Kickstarter, elle a un truc genre... en fait, on est à mi-chemin. Les bâtiments, ils sont genre en 3D, enfin c'est un truc de malade. On est à mi-chemin comme d'habitude, hein, donc imaginez bien que le all-in, il n'est pas à ce prix-là. Non. Mais sachez que si vous cherchez les châteaux de Bourgogne, cette édition-là, elle est quand même... elle est belle. Hein. Elle est le prestige, quoi. Comme le prix. Voilà. Bref, allez, next. Attendez, je l'enlève. Oh. Alors, ensuite, une autre édition un peu collector, Welcome to Your Perfect Home. Pour moi, c'est un des premiers flip and write. Je sais pas pourquoi, peut-être le premier, en tout cas connu, je dirais. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir ce style. Je dirais que c'est le premier, en tout cas. Bon, bref. Flip and write de Blue Cocker, où vous allez faire votre petit quartier. Et en fait, c'est la version collector qui a inclus toutes les extensions et donc tous les petits feuillets qui ont existé à côté, avec le feuillet Halloween, zombie, qui chacun avait du coup leur petit twist de mécanique.
plus 3, enfin non, il y a 11 extensions, dont 3 qui n'existent nulle part. Et vous avez donc un mode solo aussi inclus, et des feuilles classiques, les feuilles mais un peu revisitées par d'autres artistes. La tienne. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de styles graphiques différents. Pardon, les reflets, c'est magnifique. Et surtout, vous avez des feuillets effaçables. Et oui, mes chers amis, un peu comme Welcome to the Moon. Mais du coup, contrairement à Welcome to Your Perfect Home de base, vous êtes limité. Vous êtes du coup limité de 1 à 6 joueurs parce que il n'y a que 6 feuilles effaçables. Alors que Welcome to Your Perfect Home de base, c'était, je crois qu'il y avait marqué de 1 à 100. Oui. Du moment que vous aviez des feuillets... Bah là, si j'achète 2 boîtes, je peux jouer à 12. Oui, à 12. Ah bah voilà. Voilà. Bref, magnifique. Ensuite, j'ai les Shashibo. Qu'est-ce que c'est que ce machin truc? Ben là, en fait, on n'en a pas d'ouvert, donc du coup, on peut pas vous montrer à quel point c'est impressionnant, mais on les avait vus à Cannes, et Antoine et Alex avaient ça dans les mains, ils le trituraient, et en fait, là, on devine qu'il y a des, vous voyez, des jointures, là. C'est des cubes, et en fait, vous les ouvrez, et ils s'ouvrent en plein de morceaux, et vous faites des figures avec, et ça devient tout et n'importe quoi comme forme, je pense des formes qui n'ont même pas de nom dans la géométrie, je pense. Voilà, c'est vraiment une sorte de... Le plus dur, c'est de le reformer en carré, en fait. Voilà, c'est ça. Vous pouvez en faire n'importe quoi, mais après, essayer de le remettre en carré, c'est chaud patate. Donc, je sais pas ce que c'est une sorte de... presque un objet anti-stress, joli, et en même temps un petit peu casse-tête. Et créatif, parce que vous allez essayer de faire des formes qui n'existent pas. Voilà. Et très joli, parce que vraiment les effets visuels, lui il est fou, lui, quand vous le défaites et refaites, il est très beau. Donc voilà, objet. Il y a un côté psychédélique, un petit peu. De fou. Donc objet, non identifié, mais très joli. Voilà. On a une extension de Aeon's End à l'état sauvage, qui est en fait une extension dans l'univers de Une ère nouvelle. Voilà, donc le prenez pas si vous avez pas une ère nouvelle de Aeon's End. Donc c'est la première extension, je crois, de Une ère nouvelle, puisque c'est la dernière boîte qui est sortie, celle-là, une boîte de base. Et donc dans celle-là, vous avez une nouvelle expédition, un Némésis, 2 mages, 2 nouveaux mages, des gemmes, des reliques, des sorts et trésors et serviteurs. Oui, j'ai lu le dos de la boîte, navré, mais bon, au moins c'est exhaustif. Je n'ai jamais joué à Aeon's End, moi. Voilà, il est en train de mourir. Elle a pas joué. C'est bon, t'as fini. Ok, et dernier truc, et là je suis deg. Mais je suis deg. Blasphème. On a du Magic Doctor Who. Alors arrête de te moquer de moi, Alex il se moque tout le temps de moi parce que je dis Doctor Who et non pas Doctor Who, comme beaucoup de gens. Donc du coup il se... Ouais, tu peux dire Doctor Who quoi. Doctor Who. Doctor Who. Donc du coup... T'as vu le film Harry Potter? Non, j'ai regardé le film Harry Potter. Mais tu dis quoi, Spider-Man ou Spider-Man? Bah, je dis Spider-Man parce que comme tous les enfants de mon âge, on disait Spider-Man. Spider-Man. Ok, bon. Du coup, on a du Magic Doctor Who. Avec du coup, on a du commandeur. On a que du commandeur, vous posez pas la question, cherchez pas, on a que du commandeur. Est-ce qu'on va avoir d'autres trucs? Je n'en sais rien parce que le responsable de ceci, c'est Antoine qui est absent, hein, comme par hasard. Je suis sûre il a fait exprès. Donc du coup, avec chaque fois 3 couleurs. Et je suis deg parce que comme vous pouvez le voir ici, on a un commandeur sur David Tennant, le docteur de David Tennant, qui est extrêmement bien et pour la majorité des gens le meilleur docteur. Moi je l'aime beaucoup. Bah de ouf. T'en sais rien, t'as jamais vu. Là, vous pouvez le huer, il a jamais vu. Ça, c'est sur la 13e docteur, la dernière, je crois, en date. Je crois que j'ai lâché à son niveau, j'ai arrêté. Moi, je me suis arrêtée à Capaldi. Ici, vous avez un des premiers, c'est le 4e avec sa fameuse. C'est le meilleur. T'en sais rien, arrête de te la raconter. Donc avec son écharpe, il est iconique celui-là. Et ici vous avez, je présume, celui des méchants, parce que là vous avez The Mistress, les Daleks et les Cybermen. En même temps ça s'appelle les maîtres du mal, donc à mon avis s'ils sont gentils eux, il y a un problème dans l'intitulé. Alors on est d'accord que celle-là, elle est pépite, cette actrice est folle, elle joue trop bien. Et R2D2 et ses 3 PO derrière, c'est quoi? C'est 3 PO dépressifs. Et vous voyez qu'il manque quelque chose là. Il manque quelque chose de très grave. Il y a David Tennant, certes. Mais il n'y a pas les boosters. Mais il y a... Oui, bon, il y a pas les boosters, mais je m'en fiche. Il n'y a pas Matt Smith. Putain, il n'y a pas Matt Smith, c'est mon favori. Moi, j'aime bien Tennant aussi, mais Matt Smith, il est trop deck.
Bon bref, c'est pas grave, je joue pas à Magic, mais voilà, c'est révoltant, révoltant. Et sur ce, rappelez-vous, il y a le duel de... Oh, le duel... Tuez-moi. Le concours sur Orion Duel. Voilà, donc participez en commentaire et on fera le tirage au sort comme chaque semaine. Aujourd'hui, vraiment, en ce moment, on est super généreux. Hein. Oui. Mais c'est peut-être parce que vos commentaires sont super gentils, donc du coup, c'est un cercle vertueux. C'est aussi les périodes de fin d'année. Oui, aussi, mais voilà, continuez à être gentil avec nous et on sera gentil avec vous. Ça me paraît être un beau cycle de la vie, vous voyez. Et voilà, sur ce, je pense que je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.